thank you to all of you for still being here, and especially thanks to those who are still awake. Merci beaucoup à ceux d'entre vous qui êtes encore réveillés. Je sais qu'il se fait tard. C'est ma première journée scientifique, donc merci à Épicentre de m'avoir fait venir à Paris. J'espère avoir bien prononcé le mot Paris. Julia nous a déjà parlé du kwashiorkor, se caractérise en général par un œdème bilatéral en godet. C'est censé être le gold standard. Mais comment on différencie cela par rapport à d'autres causes de cet œdème bilatéral en godet et comment est-ce qu'on procède à un diagnostic différentiel? La question principale qui se pose, c'est qu'est-ce qui cause, quelle est la cause, quelle est la physiopathologie du kwashiorkor? Comment est-ce que le kwashiorkor se développe chez un enfant et quelle est cette trajectoire par rapport au développement d'un marasme qui est un autre type de malnutrition aiguë sévère. Certaines hypothèses ont été posées sur l'étiologie du kwashiorkor, notamment des régimes à faible teneur protéique, mais les études plus récentes n'étaient pas alignées là-dessus. D'autres études démontraient que le fait de donner des protéines ne suffisait pas pour traiter tous les enfants atteints de kwashiorkor. Donc il y a certes beaucoup d'incohérences, beaucoup d'incertitudes sur les hypothèses présentées ici et aucune étude épidémiologique à grande échelle qui conforte ces hypothèses. Donc le kwashiorkor demeure ce qu'on peut appeler une énigme. Le kwashiorkor reste très mystérieux. Donc pour démystifier tout cela, on a étudié les processus biocellulaires, on s'est servi de technologies de laboratoire très avancées, des techniques qu'on utilise maintenant en biologie moléculaire. Quand on dit biologie moléculaire, ça veut dire qu'on va très profondément étudier les processus biologiques, ce qui se passe, les processus à l'œuvre, et on démarre sur les gènes, l'ADN, la transcription en ARN. Vous savez tout des gènes maintenant. Donc l'ARN est exprimé et puis il y a production de protéines, albumine, CSP, etc. Quand les protéines interagissent, notamment les enzymes, ça produit des petites molécules qu'on appelle métabolites, comme la caféine, c'est un métabolite. Le glucose aussi est un métabolite. Donc, quand on étudie la biologie moléculaire et la biologie des systèmes systémiques, généralement, on procède par gène ou groupe de gènes par groupe de gènes, lipides, protéines, etc. Mais maintenant, la technologie a tellement progressé qu'on peut analyser beaucoup de ces molécules en même temps. On peut séquencer l'intégralité du génome, ça ne coûte pas si cher, on peut analyser des centaines de protéines, des milliers de métabolites si on le veut. Et quand on fait cette analyse d'un très grand nombre de protéines et de métaboliques, on appelle ça omique, l'omique. Donc vous avez beaucoup de noms, de termes qui se terminent en omique, la génomique, la transcriptomique, la protéomique. Il y a un immeuble qui existe avec omics parce qu'ils font de la biologie moléculaire, protéomique, lipidomique, métabolomique. Mais le problème, quand on analyse de très nombreuses protéines ou gènes en même temps, c'est un problème statistique. Quand on fait des études, on a beaucoup d'observations, beaucoup de participants et quelques variables. 1000 enfants, 20 pronostics ou 20 variables. Alors que dans la génomique, on étudie des milliers de variables et on a seulement un petit nombre de participants. Dans cette étude, 180 participants contre plus de 4000 variables. Donc ça devient un problème statistique. Et nos systèmes très sophistiqués ne fonctionnent plus. Et voilà pourquoi il faut entrer dans l'apprentissage machine, le monde du big data et de l'informatique avancée et des techniques
de réduction de la dimension du set de données, du jeu de données. On essaie de comprendre un très grand nombre de protéines en utilisant un petit nombre de variables. Imaginez que chacune de ces pastilles est une protéine ou un métabolite. On va les regrouper en groupes reliés entre eux et on les appelle des variables latentes. Si vous connaissez l'analyse des composants, l'analyse factorielle des composants, on représente un groupe de protéines ou de métabolites en utilisant une seule variable, la LV, la variable latente. Et on en utilise beaucoup pour représenter les différentes voies métaboliques qui se produisent dans l'organisme. Ça peut se traduire par de l'immunité, inflammation, croissance osseuse, des tas de choses. Donc, on utilise ces variables latentes dans nos statistiques. Et voilà comment représenter nos données. On a le odds ratio, on a le log négatif et la valeur P. Ne me demandez pas pourquoi on complique les choses comme ça. Et toutes ces variables latentes au-dessus de la ligne médiane sont celles qui sont importantes, au-dessus de 0,05. Ce sont les voies et les processus importants. Et là, on fait des inférences au niveau des voies métaboliques et pas au niveau de chaque protéine. Plus vous faites de tests, plus vous avez de faux positifs, bien sûr. Donc, voilà la stratégie qu'on a utilisée dans cette étude. Cette étude dont je parle, c'est celle-ci, grâce au Fonds pour l'innovation de MSF. C'est une étude visant à comprendre l'étiologie et la physiopathologie du kwashiorkor. Ça, c'était moi quand j'étais encore jeune et beau au Niger. Je dis ça aux gens et ils me disent tout de suite « Oh, n'aie pas peur, Brian, tu es encore jeune. » Mais ils ne disent pas « Tu es encore beau. » Alors, la conception de l'étude, on a réalisé cette étude à Madarumfa, au Niger. On a recruté des enfants souffrant de kwashiorkor, 20 avec des œdèmes bilatéraux engodés de grade plus, de grade plus et plus, respectivement. Et on les a comparés en fonction de la tranche d'âge, du sexe et de la gravité à l'admission. On a inclus des enfants âgés de 6 à 59 mois, diagnostiqués avec une masse ou diagnostiqués comme dénutris, et il fallait qu'ils viennent d'être admis dans l'hôpital, pas venir d'un autre service. C'était que des admissions directes. On a exclu les enfants dont on ne pouvait pas tirer 2 millilitres de sang, parce que bien sûr, il fallait faire des prises de sang, et ceux chez lesquels on ne peut pas faire cette prise de sang, c'est les cas les plus sévères, et on veut préserver leur sécurité. Mais comme on voulait analyser beaucoup de métabolites, il fallait s'assurer de pouvoir recueillir des échantillons sanguins chez ces enfants avant de leur donner des antibiotiques ou des médicaments contre le palu. Mais on s'est surtout efforcé d'exclure les enfants qui souffraient d'œdème bilatéral sévère, mais pas d'origine nutritionnelle. Pour ça, on procédait à un test urinaire et on exclut ceux qui avaient de l'urine ou des protéines ou du sang dans leur urine. Donc, il ne nous restait que les cas de kwashiorkor. Donc, on a classé les enfants par âge, par sexe. On a fait ce triage. La majorité des enfants étaient divers, non urgents. Et on les a recrutés beaucoup dans les services de soins ambulatoires. Donc, on a fait des prises de sang chez ces enfants le jour où ils étaient admis ou le jour où ils sont arrivés au centre de traitement ambulatoire, et puis lorsqu'ils sortaient du traitement et après une réhabilitation nutritionnelle pour ceux qui souffraient de masse. Et pour les enfants qui n'étaient pas dénutris, on a fait cette analyse de sang à leur entrée et lorsqu'ils ont quitté l'hôpital ou quand ils revenaient aux soins ambulatoires. Et on a réalisé toutes ces technologies que vous comprenez très bien maintenant, ces technologies très avancées de laboratoire. Donc là, c'est pour vous rappeler qu'on fait des analyses au niveau des voies et des processus moléculaires qui doivent être différents chez les cas de kwashiorkor et les cas non kwashiorkor. Ça doit être associé à un degré de sévérité des œdèmes
Et si c'est élevé par rapport à la ligne de départ, il faut qu'on ait monté à la fin de l'étude pour découvrir les voies spécifiques du kwashiorkor. Donc, on a réalisé toutes ces études en omic. Je ne vais évoquer que celles qui ont rempli les 3 critères. Donc, pour la protéomique, on a analysé 500 protéines avec 9 clusters de protéines, variables latentes et différentes chez le kwashiorkor ou le marasme, et ça a baissé après la réhabilitation nutritionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est la variable latente 7? On a utilisé les protéines dans ce groupe, dans ce cluster, lumicane, gelsoline, tétranectine. Ce sont des protéines extracellulaires qui forment les couches de collagène. Ces protéines qui se trouvent dans les interstices de la peau, celles qui sont dans les ganglions, qui forment les ganglions. Et puis, si vous voyez un point fort, ça veut dire qu'un point noir, ça veut dire que toutes ces protéines se trouvent là. On les trouve systématiquement dans le corps, mais c'est du collagène. Si on les trouvait dans le sang, ça veut dire qu'elles se décomposent. Et ça, quand la matrice extracellulaire se dégrade, ça traduit une inflammation sévère. Cette étude a été réalisée au Niger, mais on a réalisé une même étude au Kenya et au Malawi. On a découvert la même signature protéique de dégradation des protéines extracellulaires. Pour les lipides, les variables latentes, une est associée au kwashiorkor, la LV5, elle est plus faible pour le kwashiorkor et elle est plus faible par rapport à la ligne de référence. Là, les sphingolipides, ceux qui entourent la membrane cellulaire ou les cellules nerveuses, par exemple, et ce sont aussi des modulateurs de l'inflammation. Donc, quand on réunit toutes ces données, on voit que la matrice extracellulaire et les sphingolipides sont associés à ces œdèmes bilatéraux engodés à l'inflammation, mais ça ne nous suffit pas. Des observations nous montrent que l'inflammation peut aussi entrer dans le tableau de la pathophysiologie du kwashiorkor. Donc, le kwashiorkor, selon notre étude, est associé à un remodelage de la matrice extracellulaire et à un dérèglement du métabolisme sphingolipidique qui peut indiquer qu'on est en présence d'un syndrome inflammatoire. À partir de là, on peut se demander, peut-être ça ne suffit pas de leur donner des protéines, on peut aussi leur administrer un traitement anti-inflammatoire. Je ne dis pas que c'est la solution magique, mais en tout cas, ça vaut la peine d'explorer cette solution, peut-être ajouter davantage d'agents anti-inflammatoires dans le RTUF ou leur administrer plus de zinc ou de sélénium. On peut utiliser les marqueurs pour suivre l'inflammation chez les enfants. Beaucoup d'enfants qui sortent de l'hôpital meurent dans les 6 mois suivant leur retour à la maison. Ou si on trouve ça utile, on pourrait faire un test de diagnostic rapide. Et voilà les protéines ou les lipides qui seraient des bons candidats pour un test de diagnostic rapide. Et voilà, je tiens à remercier bien sûr tous les parents, les enfants qui ont participé à cette étude, remercier le Fonds pour l'innovation de MSF, MSF Niger, bien que je leur ai donné des mots de tête, et merci à vous tous.